Vous venez de recevoir un cristal d'honneur, ici en ouverture du Festival d'Annecy. Il vous a été remis par une personne très importante dans votre vie comme dans Ouais. votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Ça a plus? été remis par mon frère Olivier. On est très très proche avec Olivier. On est un petit peu frères jumeaux d'une certaine manière. Et on bafouille un peu tous les deux quand on parle et on se comprenait toujours très bien. Et on travaille ensemble assez souvent, co-réalise. Et ben voilà, c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie avec mes enfants. Alors, c'est votre premier festival d'Annecy, paradoxalement, alors que vous y recevez déjà un cristal d'honneur, vous êtes très fort. Que ressentez-vous maintenant que vous êtes enfin là? Ben, juste pour parler du cristal d'honneur, comment on appelle ça, cristal? Un cristal d'honneur. Un cristal d'honneur, oui, c'est ce que je dis. En fait, j'ai été tellement surpris de voir mon frère que le cristal, il m'a fait moins d'effet. De voir mon frère qui arrivait sur scène, ça fait quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir quelqu'un, si c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Et donc, voilà, ça m'a marqué. Donc, ça éclipse un petit peu le cristal. Non, je suis vachement content. Et moi, j'avais un petit peu un complexe par rapport à Annecy, parce que mes animations, elles sont très minimales. Et que Annecy, c'était l'animation où les gens prennent des années pour filmer 5 minutes. Et moi, je ne pourrais pas faire ça. Alors, justement, votre style et vos techniques d'animation, dans une époque comme la nôtre, encore plus qu'avant, font penser que vous êtes un orfèvre, un artisan dans un monde d'industrialisation, d'automatisation aussi. C'est un choix partisan et engagé ou une inclination naturelle? C'est une inclination naturelle, mais en même temps, c'est une impatience aussi. C'est-à-dire que j'ai une idée d'histoire et je peux la voir se concrétiser très rapidement. Alors que si je dois utiliser des techniques qui sont au-dessus de mes capacités, je suis obligé de faire appel à des gens extérieurs et de leur expliquer, de les convaincre. Mais en tout cas, non. Enfin, moi, des fois, les gadgets ou les changements de programme, ça me met en rogne. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'habituer à un format ou à un outil, on passe déjà à la génération suivante. Et je ne sais pas, pour moi, un outil, c'est quelque chose qui dure. C'est les choses autour de l'outil qui changent, mais l'outil, le marteau, il reste un marteau tout le temps. Ça n'a aucune raison de changer parce qu'il n'y a pas mieux comme format et personne ne va s'amuser à essayer d'imaginer un nouveau marteau. Et je pense que les outils, c'est plus compliqué que des marteaux, les choses électroniques, mais si l'outil ne change pas, l'utilisation de l'outil peut vraiment évoluer. Si l'outil évolue en même temps que son utilisation, on mord sa queue un petit peu, on court après sa queue. Donc c'est un petit peu ce qui m'ennuie. Et ce qui m'ennuie encore plus, c'est quand les nouvelles technologies imitent les anciennes. C'est-à-dire qu'on fait un rendu papier découpé, mais tout est fait digitalement. Je trouve que là, c'est un peu le problème avec les effets spéciaux. C'est qu'on ne les utilise pas pour créer des choses spéciales, mais pour remplacer les mêmes effets, mais de manière plus facile ou moins chère. Quand vous construisez une scène, une œuvre animée, justement, est-ce que ce sont vos idées qui guident les matériaux ou les matériaux qui viennent aussi guider les idées? Ça peut être les deux, mais c'est plutôt le premier. C'est mes idées qui guident les matériaux.
Mais ça dépend. Bon, par exemple, je vous avais fait un petit film d'animation où il y avait ma voiture. C'était une Toyota Prius un peu gris métallique et il y avait cette couverture de cahier qui était en paillettes argentées et j'ai découpé dedans et c'était parfait pour la couleur. Donc là, le matériau m'a donné l'idée de l'utiliser pour la voiture. J'imagine que vous avez évoqué ces sujets durant la masterclass que vous avez donnée tout à l'heure en cette journée d'ouverture du Festival d'Annecy. Qu'est-ce que vous avez transmis de particulier en quelques grandes clés et qu'est-ce que vous avez souhaité faire passer dans cet échange? J'ai essayé d'être honnête par rapport aux questions qu'on me posait. D'une certaine manière, je suis tellement bien accueilli que j'ai pas le sentiment de devoir me vendre, de me mettre en avant, ou de donner l'impression que je fais des choses incroyables. Donc c'est assez pratique parce que je peux faire le contraire, avouer des choses qui sont... c'est pas dérogatif. C'est quoi le mot? Dépréciatif. Ah, rédhibitoire? Ouais, non, auto-rédhibitoire, c'est pas se moquer de soi-même, mais c'est comme de se libérer de poids sur la conscience. Ah, c'était cathartique, alors. Ah non, cathartique, j'aime pas trop ce mot. Ça fait un peu... je suis pas fan. Donc, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand on pose une question, aller vraiment réfléchir à ce que j'ai de plus profond en moi qui correspond à cette question. Sortant dans la ligne de cette masterclass, si vous aviez un conseil à donner à un jeune animateur, un jeune réalisateur qui rêve d'Annecy lui aussi, ouais. Un seul conseil ou qu'est-ce que ce serait? Il faut finir son projet. C'est le plus important. Même si c'est pas parfait, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas abandonner. Un autre conseil que vous donneriez, mais cette fois-ci, au petit Michel Gondry de 12 ans? Je lui dirais de ne pas être si timide. Alors, on va parler d'enfance et de rêve un petit peu. Est-ce qu'il faut rester enfant pour faire de l'animation? Do you have to be 12 forever? Oui, je pense pas que pour l'animation, mais il faut... je pense qu'on a plus d'animation, plus d'imagination. Je pense qu'on a plus d'imagination quand on est enfant, parce que et on a plus la capacité de jouer, la volonté de jouer, parce que c'est comme ça qu'on fait la découverte du monde. Et puis après, finalement, quand on fait des choses un peu ludiques, on est mal vu par le monde adulte. Et je pense qu'il faut résister un petit peu à ça, à s'octroyer le droit de rester un peu enfant, soit par rapport à ce qu'on aime faire, ou même dans son travail, par rapport à la créativité. C'est un petit peu pour ça que je fais mes usines de filmateurs. C'est pour que les gens se découvrent artistes ou créateurs, de cette manière, dans un contexte vraiment cadré où on se sent pas jugé ou mis à nu, parce que ça me fait un peu de peine de voir que tout ce que la vie professionnelle attend de nous, c'est d'oublier ce qu'on avait ou ce qu'on était quand on était enfant. Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux, finalement. Voilà. Alors, ceux qui connaissent pas bien l'animation, et peut-être encore moins bien le Festival d'Annecy, pensent que justement c'est un médium pour enfants. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ça revient à la même chose, c'est peut-être un médium pour enfants, mais il faut rester enfant aussi. Parce que les adultes et les enfants, ils peuvent aimer les mêmes choses. Ils peuvent savoir apprécier les mêmes choses. D'une certaine manière, les enfants, ils peuvent comprendre des choses plus complexes que ce qu'on croit. Et puis les adultes, ils
il faut pas se sentir bête à aimer des trucs un peu plus naïfs. Est-ce que, pardon, est-ce que l'animation est le médium idéal pour explorer l'inconscient et les rêves? Est-ce que ce serait même son rôle? On peut dire ça du cinéma aussi, parce on voit des fragments, des bouts de souvenirs, et on en fait une continuité, ce qui se passe un peu pendant les rêves. L'animation aussi, on voit des choses qui sont pas réelles, et puis finalement, quand on est plongé dans l'histoire, on oublie que c'est pas réel. On a l'impression si on est attiré sur le point sentimental, on oublie que c'est une œuvre d'art, d'une certaine manière. On voit une réalité qui nous parle. Alors, mais en même temps, le rêve, c'est des images, une accumulation d'images, soit de souvenirs, soit recomposées, que l'on traverse, mais on les croit réelles. C'est-à-dire quand on rêve, à part les rêves lucides, on pense qu'on est dans des réalités, même si c'est des choses qui sont incroyables. Ce niveau chimique, je crois que c'est organisé comme ça on ne se réveille pas, sinon on se réveillerait toujours. Donc, c'est vrai que pour exprimer un rêve, c'est mieux quand même d'avoir des images réalistes. Ce qui fait que je me contredis par rapport à mon film La science des rêves, mais voilà, j'ai fait comme ça. Mais je pense que, par exemple, quand on regarde, je crois que c'est le charme discret de la bourgeoisie, quand il y a l'oiseau qui traverse le salon. C'est ça? Et c'est tellement... Il y a quelque chose de tellement décalé, de bizarre et simple qui fait que ça fait vraiment penser à un rêve. Un peu comme une boîte à musique géante installée il n'y a pas très longtemps qui transforme... Les changements, oui, c'est ça. Les changements de proportion, ça fait... J'utilise beaucoup les changements de proportion pour donner le côté rêvé. Est-ce que, justement, cette animation, quelle qu'elle soit, que ce soit votre façon d'animer le réel, comme ce week-end, ou de réaliser le rêve, est-ce que cette animation serait peut-être le dernier rempart dans cette époque de standardisation des décors et des rêves? C'est possible de me redire le début de la question. Pardon. Je suis concentré sur... En fait, je ne peux absolument pas dessiner et parler en même temps. Ou écouter. Je vous demandais si l'animation, toutes ces techniques d'animation, étaient un rempart à garder face à la standardisation de nos décors, où les boîtes à musique font toutes la même taille, et même de nos rêves, qui sont peut-être les mêmes pour tout le monde, de plus en plus. Oui, mais je ne sais pas si c'est propre à l'animation. Par exemple, si vous parlez de la boîte de musique géante, et ça peut être une chaise géante, il y a des œuvres d'art comme ça qui ont à voir avec les échelles. Et ça réveille bien le cerveau. Ça fait quelque chose de... un environnement quotidien avec un truc qui cloche, ça, je dirais que c'est plus fort que l'animation. Par exemple, si je vous voyais avec un bras supplémentaire, je ferais comme ça. Mais s'il y a un dessin qui apparaît, ça me choquera moins. Parce que je sais que ça a été fabriqué par quelqu'un, donc c'est pas une réalité avec laquelle que je dois affronter. Est-ce que vous voulez que je me taise pendant que vous finissez votre deuxième dessin? Non, il n'est pas terrible en plus. Je peux en faire un autre si vous voulez, mais on peut essayer. Mais Eh bien, avec plaisir. Si on imaginait un Annecy avec Léos Carax et Bong Joon-ho, dont vous dessineriez un des tableaux, ça fonctionnerait? Enfin, à quoi ça pourrait ressembler? Je suis arrivé il y a 3 heures. J'ai vu un petit bout du lac depuis ma fenêtre, donc c'est difficile de... Ce serait un regard... Alors je vais faire le lac avec la ville, mais tu vois, en fait je sais pas trop comment est la ville. Et il y a le train.
Et les rails. Pas terrible en dessin, je pense, honnêtement. On peut pas se forcer pour ces trucs-là. Ah, en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir été avec nous sans vous forcer. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il vous arrive de rêver en animation? Bon, c'était une question qui était posée juste avant, mais je vais quand même essayer de répondre différemment. En fait, il n'y a pas longtemps, j'essaie souvent d'étudier, quand je ferme les yeux, que je vais m'endormir, à quel moment l'image est assez nette pour qu'on puisse croire qu'elle est réelle et qu'on puisse rêver dedans. Et alors j'étais à ce stade parce qu'en général on voit plein d'images qui se mélangent, un peu marron et tout. Et là ça commençait à se dessiner et il y avait du contraste et il y a une série de tableaux que j'ai vus et je me disais ça c'est les tableaux que j'invente parce qu'ils sont dans mon imagination et c'est de l'art abstrait, c'est vraiment chouette. Et je pensais à mon fils qui est peintre, je voulais l'appeler pour en parler avec lui, d'ailleurs je lui en ai parlé plus tard. Mais les peintures se changeaient. Et il y avait un effet un peu d'animation et je me disais c'est dommage, j'aimerais pouvoir prendre des photos derrière mes yeux, derrière mes paupières pour les garder et après les reproduire en vraie peinture à l'huile. Eh bien, merci pour toutes ces photos que vous avez prises derrière vos yeux et que vous avez partagées avec notre monde. Et à bientôt, Michel. Merci.